Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans un des textes les plus connus de la Bible, le deuxième récit de création, Genèse 2, 4b à 17. Une histoire fondatrice sur les origines d'Adam qui a déjà été largement commentée. Absolument, c'est un texte inépuisable. Mais aujourd'hui, justement, on ne va pas refaire une lecture, disons, classique de l'histoire en surface. On vous propose d'explorer la structure profonde de ce récit en se basant sur les travaux de Thierry Born, d'après une transcription qu'on a pu consulter. Oui, l'idée, c'est de regarder comment le texte est bâti, son architecture interne, pour voir si cette forme nous dit quelque chose de plus sur le sens profond du texte. Une sorte de code caché alors ? Pas un code secret, non, non. Plutôt une architecture réfléchie, basée sur les thématiques du récit. Pensez à la manière dont la plupart des églises sont construites. Elles ont la forme d'une croix. L'agencement des différentes parties, la nef, le transept, le chœur, Tout ça, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça crée une forme visible, la croix, qui porte un sens théologique important pour les chrétiens. Je vois. L'idée, ça serait donc que les auteurs bibliques, eux aussi, auraient utilisé une méthode un peu similaire, en agençant les épisodes de leur récit pour dessiner une structure qui a du sens. C'est exactement ça l'hypothèse de l'analyste. La structure, ce n'est pas juste de la déco si on veut. Elle participe vraiment au message. D'accord. Notre mission aujourd'hui, si je comprends bien, c'est de comprendre comment la charpente du récit éclaire ce qu'il veut dire. C'est ça. Rien d'ésotérique. Juste une lecture très attentive. Aux échos, aux répétitions, à l'ordre des scènes, voilà. Alors, comment on s'y prend concrètement pour trouver cette fameuse structure ? Alors, la première étape, c'est de découper le récit. Il faut trouver des unités logiques. Mhm. Et pour déterminer ces unités logiques, il faut un critère d'unité, quelque chose qui unifie. Ce qui est le plus pertinent ici, ce sont les différentes phases d'activité du récit. Une phase d'activité, c'est-à-dire ? C'est une séquence d'actions qui forme un tout cohérent, mené par le même acteur, Dieu principalement ici, et centré sur une même entité, l'humain ou le jardin par exemple. D'accord. Et on commence où ce découpage ? Alors le texte commence par une introduction, Genèse 2, versets 4b à 5. Ça décrit un état d'absence en fait. Pas encore d'arbustes, pas d'herbe, pas de pluie, même pas d'humain pour cultiver. Pas d'action donc, juste la description d'un état. Exactement. Ça crée une sorte de tension, un manque qui appelle la suite. C'est le décor avant que l'action commence vraiment. Et la première action, la première phase d'activité, c'est quoi ? C'est l'eau qui arrive. Un flot, nous dit le texte, qui monte de terre et qui arrose tout le sol. Ça, c'est la phase 1. D'accord, l'eau primordiale en quelque sorte. Voilà. Ensuite, phase 2, Dieu crée l'humain. Il le façonne à partir de la glaise du sol. La naissance de l'humain. C'est ça. Phase 3, Dieu place cet humain dans un jardin qu'il a planté spécialement pour lui, en Éden. Comme un berceau, un cocon. Exactement. Et phase 4, Dans ce jardin, Dieu fait pousser des arbres. toutes sortes d'arbres, et puis bien sûr l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, donc là on a l'eau, l'humain, le jardin berceau et la végétation. C'est la mise en place des éléments de base, si je puis dire. Tout à fait. Et ce que l'analyse montre, c'est que ces 4 premières phases forment comme un premier acte, une première partie cohérente. Un premier acte, mais ça veut dire qu'il y en a un deuxième. Exactement. L'histoire continue, et ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième acte fait écho au premier. Il y a des parallèles. D'accord, et comment commence ce deuxième acte ? Et il commence aussi avec de l'eau. Phase 5, un fleuve cette fois, qui sort d'Éden pour arroser le jardin. D'accord, encore de l'eau. Oui, phase 6, ce fleuve se divise en 4 grands fleuves, le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate, qui, eux, vont irriguer les régions hors du jardin. Là où l'humain habitera, dans le futur en fait. Tout à fait. Phase 7, L'humain reçoit une mission. Dieu l'établit dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il devient actif, Il a un travail, une responsabilité. précisément. Et enfin, phase 8, le fameux commandement divin. L'humain peut manger de tous les arbres, sauf un. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord, on a donc 4 phases aussi pour le deuxième acte. C'est ça. Donc, si on récapitule, on a un premier acte avec 4 phases d'activité. Phase 1, l'irrigation du sol de la terre par le flot. Phase 2, la naissance de l'humain. Phase 3, l'installation de l'humain dans le jardin. Et phase 4, la croissance des arbres fruitiers. Tout à fait. Et pour le second acte, idem, 4 phases. Phase 5, l'irrigation du jardin par le fleuve. Phase 6, la naissance des 4 fleuves. Phase 7, l'établissement de l'humain dans le jardin.
Et enfin, phase 8, le don des arbres comme nourriture. C'est intéressant. On voit tout de suite les échos dont vous parliez. La phase 1 avec la phase 5 d'abord. Le flot qui irrigue la terre fait écho au fleuve qui irrigue le jardin. Exactement. Et l'analyse souligne une évolution importante ici. On passe d'une eau initiale, temporaire, globale, ce flot, à une source d'eau qui est permanente, localisée, le fleuve, et qui assure l'autonomie en eau du jardin. Le jardin n'est donc pas dépendant d'une source extérieure. Je vois. On remarque ensuite le parallèle entre la phase 3, l'humain juste placé dans le jardin, comme vous disiez, dans son berceau, et la phase 7, où là, il est établi avec une mission, le garder et le travailler. C'est l'autre paire évidente, oui. Le lien, c'est l'humain dans le jardin. Et l'évolution, elle est claire. On passe d'un état passif, celui du bébé qu'on accueille, à un état actif, responsable. L'humain devient un gérant, plus juste un habitant. C'est logique. Et la paire suivante que je vois, c'est la 4 et la 8. La phase 4, c'est la croissance des arbres, et la phase 8, c'est le don de ces arbres comme nourriture, mais avec la restriction, l'interdit. Tout à fait. Le thème commun, c'est les arbres fruitiers. On passe de leur simple existence, leur croissance, à leur fonction, nourrir l'humain. C'est 3 paires 1 et 5 sur l'eau, 3 et 7 sur l'humain et le jardin, 4 et 8 sur les arbres et la nourriture. Ça dessine vraiment une structure claire en 2 actes parallèles. C'est ça. Mais il reste la phase 2, la naissance de l'humain, et la phase 6, la naissance, si on peut dire, des 4 fleuves du jardin. Là, le lien me semble moins direct. Est-ce qu'on force pas un peu l'analogie en parlant de naissance pour les fleuves? C'est une bonne question. C'est vrai que, pour nous, à notre époque, il est difficile d'y voir un lien. Cependant, à l'époque mésopotamienne, le Tigre et l'Euphrate étaient personnifiés et vénérés comme des divinités. Le rapprochement entre les 2 unités est donc pertinent. D'autant plus que les 4 fleuves reçoivent aussi un nom, comme Adam. D'accord. Voilà, c'est une façon de le voir. C'est plus subtil, c'est vrai. Mais ça renforce la cohérence de l'ensemble, je trouve. Effectivement. Donc, on a bien nos 2 actes, 4 phases chacun, 1 à 4 et 5 à 8. Et chaque phase du premier acte trouve son correspondant dans le second. 1 avec 5, 2 avec 6, 3 avec 7 et 4 avec 8. C'est ça. Et si on parle en termes de thématique, on a en 1, l'irrigation du sol de la terre par le flot en lien avec l'irrigation du jardin par le fleuve. En 2, la naissance de l'humain en lien avec la naissance des 4 fleuves. En 3, l'installation de l'humain dans le jardin en lien avec l'établissement de l'humain dans le jardin. Et en 4, la croissance des arbres en lien avec le don des arbres comme nourriture. Et quelle est la différence fondamentale alors entre ces 2 actes d'après l'analyse? Le message derrière ça? Le premier acte, on pourrait dire qu'il pose les fondations. L'eau, l'humain, le jardin, les arbres. Et l'humain, il est plutôt passif, un peu comme un enfant en bas âge. D'accord. Le deuxième acte, lui, il met en œuvre les conditions pour que tout ça devienne autonome. C'est vraiment le thème central qui émerge, l'autonomie. Autonomie en eau du jardin, phase 5. Autonomie aussi des régions extérieures, grâce au fleuve, phase 6. Autonomie de l'humain pour sa subsistance par son travail, phase 7. Et enfin, autonomie dans le choix de sa nourriture, mais une autonomie encadrée par une limite, phase 8. L'humain grandit en fait. Il passe à un stade plus mature. C'est exactement ça. Il devient capable de travailler, de prendre des responsabilités. C'est une progression vers l'autonomie. Cette idée de progression vers l'autonomie, ça donne vraiment une clé de lecture très éclairante. Ça donne une direction à tout le récit. Et la conclusion dans tout ça, elle arrive quand? L'analyse la place à la toute fin de la phase 8, juste après le commandement, avec l'interdit et l'évocation de la mort. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord. C'est intéressant parce que l'introduction, rappelez-vous, décrivait un état d'absence. Il n'y avait pas. Oui, il est tourné en négative. Voilà. Et la conclusion, elle introduit aussi une limite par la négation. Tu ne mangeras pas. Et elle évoque la potentialité d'une absence radicale, la mort. Une cohérence remarquable. Mais l'analyse va encore plus loin, il me semble. Vous parlez d'une structure interne à chaque acte. Oui, alors là, ça devient un peu plus technique. C'est la fameuse structure en miroir A, B, B', A', où A est en relation avec A' et B avec B'. D'accord. Comme dans un pour tous et tous pour un. C'est ça. Dans l'acte 1, A, le flot et A', les arbres, représentent les éléments vitaux de base, l'eau et la nourriture potentielle. Et au milieu, B, naissance de l'humain hors jardin, et B', installation dans le jardin,
concerne les lieux liés à l'humain, son lieu de naissance et son lieu de vie initial, le berceau. O, arbre qui encadre naissance, jardin. D'accord. Et pour l'acte 2? Même principe. Acte 2, A, le fleuve dans le jardin, et A', la nourriture issue des arbres, sont à nouveau les éléments vitaux. Et au centre, B, les fleuves hors jardin, et B', l'humain qui travaille dans le jardin, définissent les cadres d'action de cet humain devenu plus mature. Impressionnant comme construction. Les éléments vitaux, eau, nourriture, qui encadrent toujours les espaces ou les actions liées à l'humain. C'est très construit, oui. Et maintenant, si on compare ce récit avec le premier récit de création, on peut observer qu'ils ont la même architecture globale. Une introduction, 2 actes parallèles de 4 unités chacun et une conclusion. Et la même structure en miroir dans chaque acte. C'est ça, la découverte vraiment majeure de cette analyse comparative. On retrouve la même charpente, extrêmement complexe, dans les 2 textes, alors même que leur style, leur contenu sont très différents à première vue. C'est comme si l'architecte avait repris exactement le même plan directeur pour construire 2 bâtiments avec des fonctions ou des apparences différentes. Incroyable. Ça peut difficilement être une coïncidence quand même, hein. Au-delà de cette structure formelle qui est identique, est-ce que l'analyse pointe d'autres points communs, plus thématiques, entre les 2 récits? Ah oui, tout à fait. Une fois qu'on a cette structure parallèle en tête, les échos thématiques deviennent assez frappants. Par exemple, les unités 4 et 8, dans les 2 récits, parlent des végétaux et de leur fonction de nourriture pour les créatures ou l'humain. D'accord. Les unités 1 et 5 touchent aux éléments primordiaux, vitaux. Et dans le récit 1, c'était la lumière puis les luminaires. Ici, c'est l'eau initiale, le flot, puis l'eau canalisée, le fleuve. Ok. Et les autres unités, 2, 3, 6, 7, elles définissent des cadres spatiaux, des milieux de vie, et ceux qui les habitent. Dans le récit 1, c'était le ciel, les eaux, la terre ferme et leur peuplement par les créatures. Ici, dans le récit 2, c'est plutôt centré sur les lieux liés à l'humain, là où il naît, hors jardin, là où il est installé, jardin-berceau, les territoires extérieurs irrigués et le jardin où il travaille. Et même les introductions et les conclusions se répondent, c'est ça? Exactement. Les 2 introductions décrivent un état initial d'absence, de manque. Et les 2 conclusions marquent une mise à part. La mise à part du 7e jour dans le récit 1 et la mise à part de l'arbre interdit ici. C'est vraiment fascinant de voir ces 2 textes qu'on a tendance à lire un peu séparément, dialoguer à ce niveau structurel et thématique profond. Mais justement, s'ils partagent le même plan, la même charpente, quelles sont les différences importantes que cette comparaison fait ressortir? Elles sont très significatives. D'abord, l'échelle, bien sûr. Le premier récit, c'est le cosmos, l'univers entier. Le second, c'est un zoom énorme sur l'humain et son environnement immédiat, le Jardin d'Éden. C'est vrai. Ensuite, l'image de Dieu est assez différente. Dans le premier, on a un Dieu architecte qui organise tout par sa parole, de façon très ordonnée. Dans le second, il a des traits qu'on pourrait qualifier de plus parentaux. Parentaux, c'est-à-dire? D'abord, il lui donne naissance. Ensuite, il s'occupe de l'humain comme un parent s'occupe de son enfant. Il le place dans le jardin-berceau, il s'inquiète de sa nourriture, il lui donne les moyens de devenir autonome. C'est une relation beaucoup plus proche, plus intime. Un Dieu architecte versus un Dieu parent, en quelque sorte. On pourrait dire ça, oui. Et l'autre différence énorme, mentionnée dans l'analyse, et qui pose souvent question, c'est l'ordre de création. Ah oui, l'ordre de création de la végétation et de l'humain n'est pas le même d'un récit à l'autre. Exactement. Dans le premier récit, la végétation apparaît le 3e jour, bien avant l'humain, qui arrive le 6e. Mais ici, dans le 2e récit, l'humain est créé, phase 2, avant même que les arbres spécifiques du jardin ne poussent, phase 4. C'est une contradiction flagrante si on lit ça comme un reportage scientifique jour après jour. C'est comme si les auteurs bibliques nous disaient « Attention, ne prenez pas ces récits au pied de la lettre ». Comme un signal d'alarme. Un peu, oui. Ce sont des constructions théologiques, des histoires qui portent un sens sur Dieu, sur l'humain, sur le monde. Ce ne sont pas des comptes rendus factuels de comment ça s'est passé. L'intérêt n'est donc pas dans la séquence exacte des événements, mais plutôt dans le message que chaque mise en scène de la création veut transmettre. Précisément. Et malgré leurs différences de mise en scène, les 2 récits convergent vers une vision d'un Dieu qui est bon, qui organise le monde pour que la vie puisse s'épanouir et qui accorde une place vraiment particulière à l'humanité. Une humanité qu'il prépare, qu'il guide vers une existence autonome et responsable. Et cette notion d'autonomie responsable, on a l'impression qu'elle culmine vraiment avec le commandement divin dans ce 2e récit. Tout à fait.
Ce commandement, c'est un peu la pierre angulaire de l'autonomie humaine telle qu'elle est présentée ici. Pensez-y. L'arbre interdit est dans le jardin. Il est accessible. Oui, Dieu ne met pas de barrière physique, pas de clôture. Exactement. C'est donc à l'humain lui-même de poser la limite, de ne pas prendre ce fruit. C'est à lui de son péché. Il doit apprendre à se maîtriser en fait, à ne pas céder à tous ses désirs tout de suite. C'est ce que l'analyse appelle apprendre à retenir sa main. Et c'est vu comme une compétence absolument fondamentale. En ne prenant pas ce fruit, l'humain ne fait pas qu'obéir à un ordre qui vient de l'extérieur. Il apprend à devenir maître de lui-même. D'accord. Il passe d'un état où Dieu pourvoit à tout, un peu comme pour un bébé, à un état où il doit faire un choix actif qui a des conséquences directes sur sa vie ou sa mort. C'est ça l'essence de la responsabilité. Devenir responsable de ses choix et donc quelque part de son destin. Mais l'analyse suggère aussi que cette capacité à retenir sa main n'est pas juste individuelle, elle a une dimension sociale. Oui, et elle est même essentielle. Savoir retenir sa main, au fond, c'est savoir respecter la part de l'autre, les limites de l'autre. Sans cette capacité-là, comment vivre ensemble? Difficilement, j'imagine. Ben oui, que ce soit en couple ou plus largement en société. Et d'ailleurs, la création de la femme suit immédiatement ce commandement dans le texte, c'est pas anodin. C'est le fondement même du droit du respect mutuel. Ne pas prendre tout ce qui est à portée de main. Et à l'inverse, vouloir tout prendre, tout contrôler, ne respecter aucune limite, c'est la tentation de la toute-puissance, celle que le serpent va incarner un peu plus tard dans l'histoire. Précisément, le serpent va suggérer que transgresser la limite, ça rendra l'humain comme Dieu. Alors que si on suit cette lecture structurelle, la limite posée par Dieu, c'est pas du tout une privation méchante ou arbitraire. C'est la condition même pour accéder à une liberté qui soit responsable et pour construire une vie harmonieuse avec les autres. Retenir sa main, c'est la compétence clé pour une autonomie qui ne soit pas destructive, ni pour soi, ni pour les autres. C'est une perspective vraiment forte qui donne beaucoup de profondeur à ce commandement qu'on connaît si bien. Bon, pour résumer un peu tout ça, cette analyse structurelle, elle nous révèle une architecture textuelle assez incroyable, très sophistiquée et cohérente dans ce deuxième récit de la Genèse. Une architecture qui en plus fait miroir à celle du premier récit. Et cette structure, c'est pas juste une jolie forme littéraire, elle met vraiment en lumière le message central. Cette progression de l'humain guidé par Dieu d'une dépendance d'enfant vers une autonomie d'adulte. Une autonomie fondée sur la responsabilité, la maîtrise de soi et le respect des limites, ce fameux art de retenir sa main. C'est tout à fait ça. Finalement, une lecture attentive à la forme renouvelle complètement notre compréhension du fond d'un texte qu'on croyait connaître par cœur. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une pensée pour continuer la réflexion. Si les auteurs de ces récits très anciens ont pris la peine de construire des structures aussi élaborées pour nous parler de responsabilité, de limites, d'autonomie comme fondement du vivre ensemble, comment est-ce que les structures, qu'elles soient narratives, sociales, mentales, visibles ou invisibles, que nous habitons aujourd'hui, comment est-ce qu'elles façonnent notre propre vision du monde, de nous-mêmes, de nos relations? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous, aujourd'hui, personnellement et collectivement, cet art essentiel de retenir sa main, dans nos vies, dans nos sociétés? Vaste question et une excellente note finale pour poursuivre la réflexion chacun de notre côté. Merci infiniment pour cet éclairage passionnant sur l'architecture pleine de sens de ce texte fondateur. Notre exploration s'achève ici pour aujourd'hui.